Mesdames, Messieurs, l'Afrique centrale ou l'Afrique équatoriale est majoritairement peuplée que de Bantous. Je dirais même à 90% peuplée que par des Bantous. Parmi les pays qui composent l'Afrique centrale ou équatoriale, je peux vous citer déjà les deux Congos, Congo-Kinshasa et Congo-Brazzaville. Le Gabon, la Guinée équatoriale, Sao Tomé et Principe, le Cameroun, le Tchad, la Centrafrique, on parle d'une partie du Gonda, le Rwanda, le Burundi et une partie de la Tanzanie, de la Zambie et de l'Angola. En superficie, je pense que l'Afrique centrale ou équatoriale, parce que quand on parle de l'Afrique centrale ou équatoriale, on pense tout naturellement à l'équateur. C'est là où passe l'équateur en Afrique, dans sa partie ouest et centre. On parle d'une superficie de 5 millions, plus de 5 millions de kilomètres carrés. Pour une population estimée aujourd'hui autour de plus de entre 150 à 180 millions d'habitants. C'est donc un marché. Et dans cette population, 80% est composé des jeunes, de la jeunesse. Quand on parle de la jeunesse, on parle de soif d'éducation, de l'information, de formation, de progrès. Mais aussi, la jeunesse, c'est la concertation. Parce que la jeunesse, c'est l'avenir des pays, des peuples et autres. Voilà. Donc, l'avenir de cet écosystème d'Afrique centrale est majoritairement composé que de jeunes. Mesdames, Messieurs, l'Afrique équatoriale ou l'Afrique centrale, c'est l'équivalent de l'Amazonie de l'Afrique. Cela veut dire que c'est le deuxième poumon d'oxygène de la planète. L'enjeu de cette Afrique centrale ou équatoriale, qui est aujourd'hui déclassée, décivilisée et déshumanisée, se tient de sa richesse. Je vous informe que c'est l'espace ou l'écosystème naturel le plus riche du continent noir en ce début du XXIe siècle. Je peux peut-être vous citer parce que cet écosystème d'Afrique équatoriale ou centrale est au premier rang mondial, d'abord africain, premier rang africain, puis mondial, de tous les classements. Parlons déjà de la biodiversité faunistique et floristique. Je vous ai dit que c'est le deuxième poumon oxygène de la planète. Donc en termes de biodiversité faunistique et floristique, il est au premier rang africain et au deuxième rang mondial. Au niveau des minéraux, soit cobalt, cuivre, diamant, manganèse, coltan, pour nos technologies des tablettes numériques et compagnie, c'est au premier rang africain. Et au niveau mondial, soit au premier ou deuxième rang mondial, au niveau des minéraux. Et n'oublions pas les énergies fossiles,
les réseaux hydrographiques est le deuxième au niveau mondial et le premier au niveau du continent africain. Il y a des terres arabes inexploitées, un peuple riche en culture, en idées et compagnie. Au plan politique, je vous informe que 99% des régimes politiques sont à caractère soit liberticide, antidémocratique, antisocial, criminogène et confiscatoire le destin commun de ces peuples. Bien entendu, ces régimes sont installés ou introduits ou imposés par des puissances économiques qui exploitent cet écosystème qui, je vous le rappelle, est le plus riche du continent noir. Et donc, pour avoir eu la chance d'être dans cet écosystème, né ou vécu ou originaire de cet écosystème, le peuple bantou se retrouve dans des crises politiques et face à face avec des régimes politiques imposés par des puissances économiques et qui travaillent que pour le compte de leurs intérêts et conflits d'intérêts et surtout des enjeux économiques majeurs. Donc, quand vous voyez les conflits par exemple en Afrique, ils sont toujours en lien avec les ressources naturelles. Donc on a placé des mauvais, des êtres trop stupides pour être utiles au sens même de liberté, de la dignité et de la justice de leur peuple et surtout de leurs droits. Donc l'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain. L'ennemi de l'Afrique, c'est l'Africain lui-même. L'ennemi du Noir, c'est le Noir lui-même. Parce que ce qui se passe dans cet écosystème au niveau communication dépasse même l'entendement. Comment toute une population, toute une race, tout un groupe ethnique soit entraîné à ne travailler que pour les autres, contre les intérêts de leurs semblables. Et c'est ça le paradoxe. Mesdames, Messieurs, ceci dit, la question que j'ai posée tout à l'heure, c'est-à-dire la question que j'ai posée dans cette vidéo, c'est-à-dire pourquoi l'Internet en Afrique centrale en 2018 l'année 2018 sera une année dangereuse pour l'Internet en Afrique centrale ou équatoriale. Je vous rappelle que 99% des régimes politiques sont à caractère soit liberticide, antidémocratique, antisociaux, criminogènes et surtout confiscatoires du destin commun de ces peuples. Et n'oublions pas qu'ils sont là, ils travaillent pour les comptes de leurs donneurs d'ordre, qui les ont placés là pour qu'ils restent au pouvoir à vie. En contrepartie, ces multinationales, ces puissances exploitent ces ressources de manière abusive. Sachant que dans la nature, oui, la nature a toujours su capter la juste part. Mais il me semble que dans cet écosystème, on est en train de s'abuser de cet écosystème en utilisant ces mauvais. Trop mauvais pour être utile d'abord au sens de leur propre dignité et liberté et aussi de leur peuple. Et nous les connaissons. La réalité, nous la vivons aujourd'hui. Ce qui se passe dans cet écosystème bantou ne se passe nulle part ailleurs dans le monde. Que ce soit chez les Arabes, les Indiens, les Asiatiques et même Européens, blancs, autres. Ça ne se passe que chez les Noirs. Bien sûr que l'ennemi du Noir reste le Noir. L'ennemi de l'Afrique, de l'Africain, reste l'Africain. Parce qu'il y a une certaine mentalité qui nuit gravement à l'évolution de ces continents. Les ressources sont disponibles, ressources naturelles, les technologies sont disponibles,
Les volontés sont là. La matière grise est là. La volonté est là. Mais qu'est-ce qui nous empêche d'évoluer? C'est à cause de ces mauvais qui sont là que eux-mêmes, il ne suffit pas de chercher un mauvais africain pour le mettre au pouvoir. Il vient lui-même chercher. Ils sont dans toutes les instances de pouvoir, de puissance économique pour aller chercher, pour aller se vendre. Oui, je suis capable d'aller détruire mes semblables et pour que vous me laissez au pouvoir à vie et pour que je me lève au rang social, des privilèges et compagnie. Et ça ne se passe qu'en Afrique noire. Et cela ne va pas s'arrêter qu'au début du 21e siècle. Sinon, ça se saurait. Depuis l'esclavage, la colonisation, aujourd'hui les néocolonialistes, qui ont entretenu d'ailleurs par ces mauvais et ces soi-disant pseudo-cadres politico-intellectuels. Et nous voyons la réalité aujourd'hui. C'est un problème d'image, de respectabilité interraciale qui se joue quelque part aussi dans cet écosystème. Mais dans cette réalité, avec combien d'autres victimes, c'est tout un peuple, le peuple noir, le peuple africain. Mesdames, Messieurs, peuple du monde entier, je ne suis qu'un lanceur d'alerte, un éveilleur de conscience, puis un politico-intellectuel, c'est-à-dire un lettré libre et dégagé qui fait part de ses analyses, de ses points de vue sur des problématiques et des enjeux plus ou moins partagés. Mais au cœur de l'enjeu ou des problématiques, je garde toujours en moi ce que je définis comme ma liberté de conscience. Mesdames, Messieurs, pourquoi les relations entre les tyrannies politiques, qu'on appelle dictateurs, et la culture globale, oui, ce qu'on appelle Internet, médias et réseaux sociaux, start-up, l'e-commerce et compagnie. En Afrique centrale, sont-elles potentiellement, structurellement, culturellement problématiques? Je répète, pourquoi les relations entre les tyrannies politiques et la culture globale sont-elles potentiellement, structurellement et culturellement problématiques en Afrique centrale ou équatoriale? Oui, certainement. Et pourquoi? Bon, la problématique la problématique est d'abord politique, elle est aussi culturelle. Donc je dirais que la problématique est à la fois politique et culturelle. D'abord, politique. Et pourquoi? En raison des conflits électoraux ou politiques, oui, en raison des conflits politiques ou électoraux entre ces Bantous et les pouvoirs en place, ou entre les citoyens de ces peuples Bantous et soi-disant chefs d'État ou président de la République de fait ou de droit, mais rarement de droit, mais majoritairement de fait, c'est-à-dire autoproclamé ou imposé. Vous savez qu'au cours de ces dernières années, je peux dire par exemple, mettons déjà depuis 2010 jusqu'à nos jours, par exemple. Bon. À chaque fois qu'il y a une élection présidentielle, ou des revendications citoyennes, c'est-à-dire les citoyens revendiquent par exemple les libertés fondamentales, les droits humains ou des citoyens, les droits sociaux, le but même de la condition humaine ou sociale, l'accès à l'eau potable, à l'énergie, à l'éducation, à la justice, aux soins, à la mobilité, au cadre de vie, compagnie, etc., etc. Mais la plupart des citoyens sont toujours heurtés à cette problématique nouvelle
qu'on appelle des coupures d'Internet. À chaque fois que les jeunes, je vous ai dit que au niveau continental, c'est plus de 70% de la population est majoritairement jeune. Et surtout dans le bassin du Congo, on arrive à des proportions de 80% de la population jeune. Donc ils ont soif de l'éducation, de la formation, de la condition sociale et compagnie. Donc encore de l'éducation, je vous l'ai dit, l'emploi et compagnie. Mais les politiques ne sont pas capables d'agiter leurs neurones et répondre aux besoins de la jeunesse. Et en même temps, ils ne sont pas aussi capables de défendre leur écosystème face aux prédateurs qui sont surtout les multinationales et les puissances économiques. La matière grise ne manque pas, mais bien sûr, l'intelligence et la vertu est suspecte face à ces régimes. Hein? Quand on est en face de ces régimes, l'intelligence et la vertu, c'est suspect. On peut faire promouvoir la médiocrité, l'arbitraire, la sauvagerie, la barbarie et compagnie. Et ça marche. Bien sûr que nous sommes en face des régimes politiques qui sont à caractère reptilien. Vérité ou mensonge, c'est pareil. Bien sûr qu'ils n'agitent pas leurs neurones, sinon ça cesserait. Bon, donc, souvent quand il y a ces genres de rapports entre population et pouvoir, entre citoyens et pouvoir, souvent on coupe. Ils ont pris pour ça l'habitude au cours de ces dernières années. C'est un nouveau comportement. Hein. Donc ils coupent Internet pour que personne ne soit au courant du déclassement, du déshumanisme et de la décivilisation. Cela devient un problème. Mesdames, Messieurs, oui, la problématique, elle est politique, bien sûr, oui. Quand on voit, par exemple, l'Internet, la communication, qui devait apporter le progrès, déjà au niveau de la culture de l'information, vous savez que l'inégalité entre cours social, culture, société et civilisation n'est pas fondée sur la nature. Elle réside bien sûr dans l'éducation ou les formations qu'on donne à l'individu, ou plutôt dans celles qu'on lui refuse. Mais là, à cette échelle du bassin du Congo ou de l'Afrique équatoriale, ben oui, bien sûr, on empêche l'individu d'avoir l'information. On empêche l'individu la possibilité de réfléchir et de penser, d'être informé. Je vous informe qu'être citoyen, c'est d'abord être informé. Être citoyen, c'est d'abord d'être informé. Mais si vous n'êtes pas informé, vous n'êtes pas citoyen. Quand vous n'êtes pas citoyen, vous n'êtes pas humain. Donc, vous êtes un sujet, vous êtes esclave, et voilà. Mais on te donne toujours. Le paradoxe, c'est que, on te donne toujours par c'est mauvais. Le paradoxe est que quand ils sont dans des situations difficiles, à ce moment, ils se retirent, ils se regroupent avec les Africains. Voilà, on nous agresse. On nous humilie et aux compagnies. Mais non, ils ne sont pas capables de prendre leurs mesures pour dire non, il y a un problème au niveau de leur âme et conscience. On a tenté quelque chose, ça n'a pas marché, on laisse aux autres continuer et c'est comme ça. Mais ils ne sont pas capables. Prenons par exemple le cas d'Internet. Les gens qui ont eu quand même une certaine culture, ou la plupart, ont fait quand même des études. Ils sont développeurs, analystes, programmeurs, ils connaissent tous ces problèmes d'Internet, que ce soit des bases de données, de référencement, de métadonnées, des data centers, de tout ce qui est des produits d'Internet. C'est impacte l'Internet. Donc, ces Africains reçoivent des commandes, qui ont appris quelque chose à l'école. Ils sont allés se former ailleurs dans le monde pour devenir, soi-disant, la matière grise, l'élite, les cadres. Mais c'est eux qui sont majoritaires souvent en service ou roulant pour le compte d'un tyran qui n'est que là temporairement. Mais ils obéissent. On dit, voilà, l'autorité de régulation des télécommunications est comme ça, il reçoit un coup de fil, oui, coupe Internet. Bon, ça devient comme ça, répétitif, ça devient, voilà, ça devient un jeu, hein, comme dans une grande cour de récré. On coupe Internet comme ça, sans vous dire au niveau des impacts que je vais vous parler par la suite. Donc,
l'individu africain est invité à devenir toujours bête, à mourir bête, à cause de ces Africains-là. Bien sûr qu'à cette échelle, au niveau politique, nous sommes souvent face à face entre ces mauvais et les dignes fils de ces pays. Mais comme eux, ils sont prédisposés à la barbarie, à la sauvagerie, à la confiscation, ils ont plus d'esprit de se battre pour représenter les intérêts de leur de ce que leur nature commande. Donc nous, le but est de les dénaturer pour qu'ils ne puissent plus obéir à ce que leur indignité, jalousie ou compagnie ou barbarie, sauvagerie, tout ce qu'on peut interpréter de ces êtres-là, qui depuis le Code noir jusqu'à nos jours ont toujours été quelque part dans les officines suprématistes du monde entier contre la race noire. Bon, mais ce soir, l'Internet coupé. Vous avez par exemple pu voir la durée, elle va parfois de 5 jours jusqu'à 1 mois sans Internet, à cause de la volonté. Bien sûr qu'il y a des problématiques parfois de partition, de scission ou autre, mais ça on peut ne pas comprendre. Mais quand c'est le peuple qui s'exprime, il veut s'exprimer librement, on empêche le peuple de s'exprimer librement. Ça devient un problème entre Noirs. Nous sommes des Noirs. Mais alors, quand on se retrouve ailleurs dans le monde, et quand on se retrouve face à des problématiques, à des problèmes de racisme, et qu'est-ce qu'on peut dire? Un Arabe qui met un Noir en esclave, ça crée un baisse mondial. Un Blanc ou un Asiatique ou autre qui brutalise un Noir, ça crée un baisse mondial. Mais entre Noirs, c'est le paradoxe. Mesdames, Messieurs, donc, je vais vous parler surtout de la problématique qu'elle est aussi culturelle. Eh bien oui, parce qu'on ne rentre pas dans le monde libre, ou même dans la civilisation, par la petite porte, sinon ça cesserait. Il me semble que c'est un processus de mentalité, d'habitude, de comportement et des valeurs et principes de liberté, de dignité et de justice, bien sûr accompagné par l'éducation. Il me semble que dans les sociétés ou dans le monde libre, on éduque l'individu dès le jeune âge. Oui, dès le jeune âge, que ce soit en maternelle, école primaire, dans les familles hautes, aux enjeux, aux problématiques de liberté, de dignité, de justice. Mais nous, on empêche. Mais dans ces conditions, comment l'Africain va-t-il évoluer dans ces conditions? Qu'on vous prive dans la manière même de penser ou de réfléchir ou même d'être libre. Et c'est ça le problème. Donc c'est des caviar pour des peuples plus intelligents qui ont acquis ces valeurs de liberté, de dignité qui viennent vous contrôler. Et à ce moment, on reste toujours dans la culture des boucs émissaires. Je vous informe que l'ennemi de l'Afrique, c'est l'Africain lui-même. L'ennemi du Noir, c'est le Noir lui-même, parce qu'il y a une certaine mentalité qui nuit gravement à l'évolution de l'Afrique et du continent. Mesdames, Messieurs, oui, vous savez que en Afrique, oui, les Africains ont appris certainement, ont eu la possibilité de voyager, d'utiliser tous les outils aujourd'hui. Est-ce que leur cerveau, leur mentalité et autres ont aussi évolué rapidement? Non. Mais quand on remarque, quand on regarde les mentalités, les habitudes et les comportements de l'Afrique, des Africains aujourd'hui au XXIe siècle, en utilisant tout ce qui est des technologies, des relations, de tout ce que nous connaissons du monde aujourd'hui au XXIe siècle, il me semble que au plus profond d'eux-mêmes, ils sont restés quand même quelque part au Moyen-Âge. On voit déjà, quand on voit la structure des écosystèmes urbains africains, c'est déstructuré et désorganisé.
veut dire qu'il y a une paresse intellectuelle vraiment confirmée. L'absence des règles d'hygiène. La canalisation des égouts, d'assainissement, l'accès à l'eau potable, tout ça à l'échelle africaine. Mais la faute toujours aux autres. Il faut qu'on attend, on entend toujours les autres qui viennent vous apporter ces progrès. Mais vous n'êtes pas capable de réfléchir. Mais pourquoi? Parce qu'il y a ce problème de ces mentalités, de ces habitudes qui, quelque part, sont restées quand même au Moyen-Âge. N'oublions pas l'inquisition, la sorcellerie, pas en termes de... Oui, au niveau seulement des affaires pénales ou criminelles. On est content d'empoisonner, voilà, il appelle ça mystique ou autre, mais ici c'est dans les affaires criminelles, traitées d'abord par les experts des crimes, d'abord au niveau de la police technique et scientifique, et puis par les procédures médico-légales et compagnie. Mais là-bas, donc, il prospère. Vous savez que l'ignorance est la pire des souffrances. Oui, c'est tout justement ça. Le Moyen-Âge, les mentalités, bien sûr que l'Africain, quand il sort d'Afrique, même éduqué ici, il repart là-bas, il repart toujours dans l'instinct du Moyen-Âge. On n'est pas capable de respecter les règles communes, de traiter des conventions, des arrêtés, des ordonnances et tout ce qu'on établit quelque part ensemble. Bien sûr que la plupart de ces individus qui sont au pouvoir, ou même qui ont acquis une certaine éducation, résistent encore à l'évolution. Donc, ils sont toujours au stade de la sélection naturelle. Donc, on ne peut parler de quelqu'un qui est ancré dans l'histoire humaine ou de la civilisation que pour un être qui s'est affranchi déjà de la loi de la jungle ou de la sélection naturelle. C'est-à-dire, il est au stade d'humanité. C'est-à-dire qu'il respecte l'intégrité physique, l'autonomie de la personne humaine, et tout en recherchant à analyser le contenu social, moral et philosophique des caractères sacrés de la vie humaine, le respect des règles établies. Il y a des choses entre la différence entre l'intérêt général et l'intérêt particulier. Ça, c'est un bien commun. L'Internet, c'est un bien commun. Ça fait partie des moyens d'un pays, de l'État. On ne va pas les couper par la volonté d'un monsieur à caractère ethno-psychiatrique, dit antisocial, psychotrique. Voilà. Donc, on peut tout qualifier avec ces individus. Mais comme c'est récurrent, on se demande, oui, les gens se demandent, est-ce que l'Africain est humain? Est-ce qu'il a une âme et une conscience? Le dictateur, peut-être pas, mais ceux qui appliquent ou obéissent aux ordres du dictateur pour couper Internet et télécommunications de manière abusive, il y a un problème dans votre âme et conscience. Dis non, ce n'est pas possible. Parce que, monsieur le président, parce que derrière l'Internet, c'est des protocoles, c'est des choses compliquées qu'il faut, à chaque fois que vous coupez, mais il faut tout recommencer. À cause de vous, d'un individu, et vous venez parler de progrès de l'Afrique. À cette échelle, il y a un problème. Mesdames, Messieurs, oui, peuple africain, nous avons un problème avec nous-mêmes, dans notre fort intérieur, dans nos prédispositions, déjà génétiques, au comportement précité. N'oublions pas culturel. Parce qu'on a pu, par exemple, voir des Arabes, des Indiens, des Hindous, des Asiatiques, formés ici en Occident. Mais quand ils repartent chez eux, quels que soient les enjeux, ils n'appliquent pas les protocoles édictés par les protocoles antisociaux, criminogènes, autres, édictés par des régimes qui sont souvent agonisants à bout de souffle. Souvent, ils rentrent en conscience réfractaire. Ils disent non, je ne peux pas. Vous me demandez de couper Internet, demandez aux autorités de régulation des télécommunications, autres, couper Internet ou les réseaux SMS, autres. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Mon âme est consciente, je ne peux pas, je démissionne, voilà. Et ils repartent ailleurs, voilà. Mais eux, non. Non, il ne peut même pas les conseiller. Non, vous voyez l'impact au niveau du mal, de la réputation, autre. Ça impacte un pays. Parce qu'un pays est d'abord là pour protéger tout le monde.
Un État est pour protéger le peuple. Voilà. Pourquoi faire ça? Donc, vous avez compris que nous avions individuellement et collectivement à l'échelle du continent et aussi, et particulièrement dans ce bassin du Congo, l'Afrique équatoriale, l'Afrique centrale, des problèmes qui n'ont pas commencé qu'au XXIe siècle, ont commencé déjà bien avant. Donc, nous devons comprendre le profond de nous-mêmes. Pourquoi nous sommes comme ça? Pourquoi nous ne savions pas distinguer l'intérêt général et l'intérêt particulier? Pourquoi nous mélangeons tout? Pourquoi nous avons cette rage, cette haine, cette épinopsychiatrie? On vous dit que vous êtes venu là pour un mandat. Même si vous avez eu ça pendant X années, à un moment donné, il faut avoir une âme et qu'on se dit non, j'arrête. Mais pourquoi continuer à tuer l'humain? Continuer à massacrer. Et même aujourd'hui, c'est que dans le sujet étudié, c'est-à-dire couper Internet. Brutalement. Et oui, c'est moi. Et parfois, ces dictateurs n'ont même pas été à l'école. Oui, ils ont été à l'école et savoir lire et écrire, bien sûr, mais ils ne connaissent pas ce qui est de plus profond. Même si certains ont atteint un niveau universitaire, mais pourquoi couper Internet? Non, on ne peut pas. Vaut mieux contrôler l'individu. Par exemple, ici en Occident, quand il y a des partis d'extrême droite, et pourtant parfois ils sont contre les principes et valeurs même de leurs États. Mais ici, on les laisse parler parce qu'on veut savoir qu'est-ce qu'ils souhaitent diffuser comme information pour nourrir, d'abord pour nourrir les débats, hein, pour avancer les débats et aussi les nourrir. Et aussi comprendre le sens de l'évolution de la pensée, des utopies, des rêves, des réalités, de tout ça. Mais nous, on prive. On ne voit pas comment vous allez faire des statistiques quand vous êtes sociologue, psychologue et tout ce qui touche les relations humaines. Mais non, dans ces conditions, non, ce n'est pas possible. Les relations politiques, géopolitiques à l'échelle nationale et aux compagnies. La volonté d'un peuple, on ne peut pas, tout est faux. Donc il n'y a aucune traçabilité. Donc tout est là pour déclasser l'individu vers le bas. Mais ce n'est pas possible. Et toujours la faute aux autres. Quand ça ne marche plus, et voilà. Nous avons par exemple pu voir, moi j'ai vécu ça, puisque je connais cette histoire d'Afrique depuis que j'ai quitté le collège dans les débuts des années 80. Mais, collège en Afrique, j'ai vécu tout ça, cette histoire d'Afrique. Mais on dit que non, il y a un problème. Donc, quand il arrive des situations de racisme ou de trucs ici où on fait du mal aux Africains, gardez toujours en vous une certaine conscience. Parce que ici, tout ce qui s'est passé ici contre les Noirs, on a toujours apporté une part de vérité. Ce qu'on appelle la justice. Mais nous, que dalle. Rien du tout. Par exemple, au cours de ce mois de 2017, il y a eu plus d'Africains brutalisés sauvagement, de manière humaine et barbare par les policiers ou la force publique entre Noirs en Afrique, qui est partout ailleurs dans le monde. Mais il suffit qu'un Noir soit brutalisé aux États-Unis, ah là, ça y est, bien sûr que c'est une autre histoire. Mais en Occident, européen ou Asie, ou en Asie, ou au monde arabe, l'esclavage qu'on a vu en 2016, en Libye, mais tout le monde, ah ça y est, les gens commencent à... Non, vous êtes de la culture de l'émotion. Non, nous n'avons pas encore franchi certaines barrières qui sont celles déjà de la raison et de la conscience. Sinon, ça cesserait. Mais moi, je suis plus à ce stade. Mesdames, Messieurs, bon, les coupures intempestives d'Internet devient un terrain de jeu liberticide pour ces dictateurs antisociaux et surtout confiscatoires du destin de ces peuples, accompagnés bien sûr des soi-disant cadres civils militaires ou des développeurs savants ou qu'on peut dire en Afrique, l'élite autre, mais non, c'est pas possible, c'est un problème. Donc je ne veux pas qu'ils soient dictateurs ou autres, mais c'est la même écurie.
des mentalités, des habitudes et comportements qui nuisent gravement à l'évolution de ce continent. Ce n'est pas parce qu'il est éducateur qui sera aussi pire qu'un développeur ou celui qui gère l'autorité de régulation des télécommunications qui coupe ça, il faut savoir qu'il y a des impacts. Mais mesdames, messieurs, oui, ils ne mesurent pas les risques et les conséquences. Des coupures abusives des télécommunications, dont Internet, médias, réseaux sociaux, SMS et autres. Mais non, ce n'est pas possible. Donc, bien sûr que quand ils bloquent ça, vous savez qu'auparavant, on se communiquait de bouche à oreille, nous, la culture orale. Maintenant, le monde est devenu interdépendant. Nous sommes maintenant mélangés. Nous sommes les familles un peu partout dans le monde. Et vous coupez les téléphones, les télécommunications, les SMS, Internet. Les gens se retrouvent bloqués à cause d'un individu, oui, qui a pris, qui est mortel comme nous, et qui est là et arrivé au pouvoir parce que par des forces. Mais les gens disent non, mais c'est pas possible. Donc on bloque les relations humaines, les relations sociales, les relations économiques et compagnie. Donc, oui, c'est un problème d'image, de sale image. Oui, de sale réputation. Vous savez que les relations humaines, qu'elles soient politiques, économiques, sociales, culturelles, mais il y a 3 mots-clés. D'abord, confiance, méfiance et défiance. On fait confiance à quelqu'un. On fait toujours confiance à un ami, à une femme, à un homme, à un produit, à une marque, à une entreprise, à une institution, à une administration, à des États et compagnie. Mais quand on n'a plus confiance, on se méfie. Donc, on rentre dans la méfiance. Et si cette méfiance devient répétitive, donc ça se répète, ça ne s'arrête plus. À ce moment, on rentre dans la défiance, l'évitement. C'est pas bon. Pour nous, en Afrique, surtout dans ces bassins, on parle du développement de l'Afrique et autres. Mais quel individu qui a un cerveau, qui a une âme et une conscience, peut dire non, mais je vais développer l'Internet, le développement d'Internet, ou de faire du commerce, des startups et autres, dans ces zones-là, dans ces écosystèmes liberticides au niveau de la culture globale. C'est pas possible. Donc, on déclasse ces peuples. On prive ces peuples du progrès social. Qui est, l'éducateur vient parler à la longueur des journées, ses cadres, ses hommes politiques et autres. Donc, c'est le paradoxe. Donc, la méfiance et la défiance est générale. Tant au niveau des investisseurs, bon, bien sûr qu'on peut aller construire, mettre Internet, 3G ou autre là-bas, bon ben, les gens de moment, les États ont payé pour le compte d'un individu. Bon, ça coûte cher et c'est des coûts qui sont inutiles. Parce que quand on voit déjà dans ces pays, par exemple dans le bassin du Congo, tous ces pays, au niveau du grand déjà africain, sont les derniers. Au niveau du marché, ce n'est pas un marché. Alors qu'il y a plus de 150 millions, 180 millions d'habitants, dont 99%, 80% c'est la jeunesse. Ils ont soif de se communiquer, ils seraient des générations hyper visibles, ils faisaient les alors ce serait un marché. Mais là, on empêche, à cause des problématiques simplement politiques ou des psychiatriques. Donc, c'est un problème. Mesdames et messieurs, oui, comment nous allons développer l'Afrique et notamment à l'échelle du bassin du Congo, sur le marché de la culture globale, c'est-à-dire du numérique, des startups, de l'e-commerce, des valeurs ajoutées. Parce que quand on voit ce marché est énorme, déjà à l'échelle du bassin, moi qui connais Internet, parce que ma première communication Internet c'était en 1997, ici en France. J'ai suivi tous ces processus. Déjà entre 1997 à
à 2000, c'était les années de la vulgarisation de l'Internet ici en France, en Occident et autres. Après, arrivé entre 2001 et 2002, il y a eu la bulle Internet surchauffe. Donc il n'y avait pas encore cette industrialisation au niveau des data centers et autres. Même si le marché, les gens doutaient, ils disaient non, mais c'était la fin d'Internet. Et après, il y a eu restructuration d'Internet autour des années 2003 à 2004, après arriver ce que nous appelons les médias et réseaux sociaux, que ce soit Facebook, après Twitter, Facebook en 2005, Twitter en 2007, et continue aujourd'hui. Donc nous sommes passés de simplement de l'Internet en tant que produit simplement de communication au niveau du marché. Donc on est rentré dans l'industrialisation de l'Internet. Et avec toutes ces applications et tous ces marchés qui est encore énorme, il est encore infini. D'où l'enjeu de cette sonde de construction de ces métadonnées, de ces data centers, de cette industrialisation, de voir tout ce qui touche les outils de la rapidité de l'information. Pour que demain, le monde de demain, il sera aussi Internet. Mais pourquoi nous, à cette échelle, on empêche, même aujourd'hui, en Afrique, les gens, en Afrique, au bassin du Congo, les gens disent c'est quoi l'Internet, c'est quoi? Alors qu'ici, un enfant, oui, connaît Internet. Connaît Internet. Mais c'est ça l'inégalité. À cause de ces individus. Et ils vont partir comme les Mobutu, les Diami Dada et tout ce monde-là, ils ne seront plus là demain. Mais à côté, ils ont privé toutes les générations, ils ont sacrifié à cause d'un individu. Et vous, en tant qu'expert ou autre qui travaille avec ce régime, vous ne pouvez pas dire non, monsieur, ce n'est pas possible. Raisonnez déjà. Commencez par les raisonnements. Non, monsieur, on ne peut pas. On ne peut pas. Parce qu'il y a des conséquences. Parce que quand vous coupez Internet, bon, et ces télécommunications, déjà, par exemple, pour les sites, il y a des problèmes de référencement au niveau des moteurs de recherche. Il y a tout un marché. Je ne vais pas vous recorder cette économie du marché. J'ai fait des articles là sur l'évolution d'Internet, des métadonnées, que demain, nous, au Congo, on pourra mettre tout un marché accompagné de la sous-région sur ce marché du numérique. Dans la culture globale, le marché est énorme. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes gouvernés par ces êtres stupides, trop stupides ou mauvais, trop mauvais. C'est des gens trop mauvais. C'est comme on parlait déjà de l'hygiène raciale, dans ces gens d'hygiénisme et autres. L'hygiénisme, c'était la science des bonnes naissances. Bien sûr que nous sommes gouvernés par ces mauvais. Et ces gens qui... Et voilà, donc à un moment donné, il faudra toute une hygiène à notre échelle par rapport à ces individus. Parce que c'est eux qui détruisent, nous détruisent. Parce que je vous ai dit que l'homme noir, qui peut être intelligent, riche, pauvre, autre, je parlais d'il y a riche, intelligent, oui, en Occident, tant que l'Afrique noire ne sera pas debout en termes déjà de l'image, de la respectabilité interraciale, oui, les libertés fondamentales et des petits gestes qu'ils font là. Mais on comprend dit, ah non, c'est pas possible. Mais bien sûr que ceux qui viennent utiliser ce marché, ils viennent accompagner et ces régimes, bien sûr, ils exploitent ces pays sans jamais investir. Mais pour combien de temps encore? Parce que c'est toute chose à un début et une fin. Donc, ces gens-là se sont accaparés de cet écosystème riche qui les exploite. À un moment donné, non. Mais on a en train de détruire déjà l'écosystème planétaire. Mais les peuples là, ils seront toujours là. Mais les dictateurs là vont partir. Mais ils vont laisser. Et ce peuple là, dans quel esprit? Dans quel environnement? Et donc, d'où moi, en tant qu'être intellectuel, dégagé, parce que je ne suis pas engagé. Pourquoi je ne suis pas engagé? Parce que je ne suis pas engagé à quelque chose, à quelqu'un. Non, je suis un intellectuel dégagé. Ça veut dire que je suis libre de dire ce que je pense. Voilà. Je suis libre. En mon âme et conscience, je suis libre. Donc, je peux dire ce que je veux. Donc, j'apporte quelque part ma part ou ma pierre dans ce monde de brut, hein, dans cette conographie. Vous savez que la conographie, c'est la répartition géographique des comptes dans le monde. Vous savez que le point commun entre l'univers et la bêtise humaine, c'est que tous deux sont infinis. Mais quoique Albert Einstein n'en avait pas acquis la certitude absolue en ce qui concerne l'univers. Mais pour la bêtise humaine, oui, c'était acquis. Donc nous devons quand même voir ces problématiques en intégrant ces choses-là, en tenant compte de ces enjeux.
qui sont majeurs. Parce que le problème de l'Afrique, la surpopulation, des plannings familiaux et tout ça, mais il faut porter l'éducation. L'Internet devait être aussi là une manière de réguler la population de l'Afrique. Parce que quand les gens vont être capables, on réduit la fracture numérique, les gens seront informés, ils sauront comprendre que bon, ben, faire beaucoup d'enfants, ça peut nuire parce que demain on n'aura plus assez de ressources naturelles, on aura ceci, c'est tout un processus de la régulation aussi de la population mondiale et surtout des enjeux existentiels universels. Je parle des problèmes d'impact écologique et de tous nos besoins d'éducation, de formation, de production, de transport, de consommation et de réserve dans l'environnement. Oui, la population africaine d'ici 2050, on parle d'un volume énorme. Mais comment nous allons porter l'éducation, nourriture et autres dans des gens qui ne sont pas formés? Les gens ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas ce qui se passe dans le monde. On prive. Alors qu'ils auraient pu avoir ces outils. Et ces outils auraient pu faire pour réguler la population déjà. Et juste le juste équilibre entre nos besoins et population sur différentes échelles. L'empreinte écologique est déjà catastrophique partout dans le monde. L'Afrique est encore là en train de fournir, mais il faut aussi chercher qu'il ne soit pas, il n'apporte pas l'immigration ici et compagnie avec tous ces coûts sociaux et aussi politiques et avec tout ce qui se passe. D'où l'objet de réguler aussi cette population africaine. Ce ne sera pas par les guerres ou par les tyrans qu'on donne pour tuer, mais ça fait qu'il y ait des bazars au niveau des mentalités de ces Africains qui deviennent des psychopathes, des sociopathes qui demain émigrent dans le monde occidental, ils se retrouvent avec des gens civilisés ici, ils vont épouser vos enfants, vos petits-enfants, ils vont donner à la violence, vous allez retrouver dans le cycle habituel le cycle violence, justice et autres. Donc ils vont faire des enfants ici, ils vont devenir des criminels ici ou des irresponsables, et voilà, donc si vous voulez. Donc alors que l'Internet, il pourrait être là. Donc l'enjeu d'Internet, de rétablir, ne pas couper l'Internet dans ces régimes, ne dépend pas seulement des enjeux économiques ou d'indicateurs. Ces enjeux dépassent même l'économie et la politique. Donc ça devient un enjeu civilisationnel. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.